plus que fragile même, Mathieu. En effet, tout est fragile et puis surtout, en fait, si on reprend la perspective du point de vue israélien, nous, on avait produit une étude là-dessus sur aujourd'hui dans quel état est Israël depuis le 7 octobre sur ce conflit. En fait, beaucoup disent que Netanyahou se trompe sur sa guerre, etc. Mais quand on regarde, on prend la perspective, on voit que ce qu'il fait n'est pas incohérent dans la mesure où en fait, il a une menace existentielle qui est l'Iran. Et il a des menaces qui sont également existentielles, mais qui sont plus rapprochées, qui sont les proxys iraniens, donc le Hezbollah au Liban dont on vient de parler, mais également le Hamas et les Houthis. Et en fait, sur la première partie de la guerre post-7 octobre 2023, il s'est employé à s'attaquer aux proxys de l'Iran, donc le Hezbollah notamment il y a 2 ans, le Hamas également, et également les Houthis. Et donc on a vu que l'élimination progressive des menaces proche et rapproché a permis à Israël de pouvoir, avec les États-Unis, s'embarquer dans cette troisième guerre dont parlait Meriadec à l'instant avec les États-Unis pour frapper le cœur de l'Iran. Là où aujourd'hui, là, il est dans une forme de difficulté, c'est qu'à partir du moment où il s'est embarqué dans une guerre contre l'Iran, mais que se réchauffe ces fronts les plus proches que sont le Hamas à Gaza, mais surtout le Hezbollah au Liban, eh bien en fait, une paix est nécessaire et un cessez-le-feu est nécessaire au Liban, mais le problème, c'est que la fragilité de celui-ci rend, on va dire, son action géostratégique et militaire à plus long terme et à moyen terme beaucoup plus compliquée. C'est un peu le paradoxe dans lequel aujourd'hui se situe Israël. Et on voit ne soigne pas les mots MAUX, hein. C'est moins qu'on puisse dire, quoi. Ça suffit pas. Exactement, parce qu'en fait, on n'a plus les moyens d'une quelconque ambition au niveau international, parce que la France d'Emmanuel Macron paye des années et des décennies de désarmement, notamment sur le plan militaire et de déclin économique. Si vous prenez un exemple, on prend souvent comme référence le général de Gaulle, et nous en tant que gaullistes également, mais sous le général de Gaulle, les dépenses militaires, c'était 5% du PIB. Aujourd'hui, on est à peine à 2%, enfin la dernière loi de programmation militaire a porté l'effort à 2%, alors qu'il faudrait faire au moins le double si l'on veut avoir les moyens de nos ambitions, c'est-à-dire avoir une véritable politique d'influence au niveau du Proche-Orient, mais également en Indo-Pacifique, au niveau européen, etc., etc. Or, on paye ce désarmement et le véritable enjeu aujourd'hui pour la France, c'est comment recréer une puissance diplomatique et une puissance militaire crédible pour pouvoir avoir voix au chapitre et pour pouvoir justement défendre des intérêts qui sont à défendre pour la France, notamment au Proche-Orient, dans le Moyen-Orient, puisqu'on a l'impression depuis le début de cette guerre qu'on est à contre-temps. La France, normalement, est censée être un peu le vaisseau amiral de la diplomatie européenne. En tout cas, elle a été pensée comme ça au début de la création de l'Union européenne. Et le problème, c'est que, par exemple, l'Union européenne dépend plus des approvisionnements énergétiques pétroliers du Moyen-Orient que les États-Unis. Et pourtant, c'est Donald Trump qui est plus offensif sur le déverrouillage du détroit d'Ormuz que les Européens. De la même façon, la France est censée être un protecteur du Liban depuis Saint-Louis, et on voit bien que notre voix s'est effacée par rapport au Hezbollah. Alors justement, symbole... Mais pourrait faire non seulement il y a ça, il y a un problème, mais en plus, c'est que l'État français ne peut plus dépenser plus parce qu'il dépense déjà beaucoup trop, en fait. On est à 50% de dépenses par rapport au PIB. C'est le record des pays de l'OCDE. Comment on peut dépenser plus de l'argent qu'on n'a pas? Et c'est ça, aujourd'hui, le véritable problème. On dépense 57% alors qu'on prélève 48%. Mais en fait, vous vous dites déjà, les 48% du PIB de prélèvement obligatoire, c'est l'un des plus hauts, c'est le plus haut des pays de l'OCDE. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au-delà. En fait, à chaque fois, on a un écart d'à peu près 10 points. C'est de la dette que l'on fait. Et le véritable problème, c'est que ça ne peut pas marcher quand vous financez de la consommation ou quand vous financez, par exemple, des entreprises qui ne peuvent plus, qui sont en situation de défaillance, avec notamment les PGE lors de la période de crise sanitaire, qui sont déjà en défaillance. Comment est-ce possible de subventionner de la consommation à crédit? Vous vous endettez et puis donc vous créez pas de richesse et vous vous retrouvez avec un pays qui est en déclin économique. Et je le ferai à main parce que c'est